Continuons notre tour d'horizon des différents éléments que l'on va trouver sur les Heterogeneous MPSOC. Et le deuxième type d'élément qui va nous intéresser, eh bien, c'est les éléments de mémorisation. Alors, les éléments de mémorisation, ils sont extrêmement importants pour une raison qui est très simple, que j'avais déjà évoquée dans le premier cours, c'est que la mémoire, aujourd'hui, ça représente, grossièrement, environ 80% de la surface de silicium d'un chip. C'est-à-dire que 80% des transistors vont être utilisés pour de la mémorisation à l'intérieur de votre processeur. Et ce n'est jamais assez. Donc, voyons voir à quoi ça ressemble. Alors, on commence tout de suite par une slide que vous devez déjà avoir vue, peut-être sous d'autres formes, qui est une slide qui va présenter la hiérarchie mémoire. Alors, la hiérarchie mémoire, c'est quoi? Eh bien, ça représente grossièrement et schématiquement l'ensemble des éléments que l'on peut trouver, de mémorisation, que l'on peut trouver sur une puce. Ces éléments, ils sont rangés, eh bien, de haut en bas, par capacité. C'est-à-dire qu'au sommet de la pyramide, vous avez, eh bien, les éléments de mémorisation de plus petite capacité, que sont les registres, qui sont en général juste à côté du processeur, ils sont même dans le processeur. Puis quand vous descendez dans cette pyramide, eh bien, vous allez augmenter la capacité de stockage de cet élément de mémorisation. Donc des registres, on va partir avec peut-être une dizaine de valeurs, peut-être un peu plus quand même, mais on va partir en gros avec quelques valeurs. Dans la mémoire cache de niveau 1, on va avoir peut-être quelques kilo-octets de mémoire, dans la L2 peut-être quelques mégaoctets, etc., jusqu'à arriver à la mémoire externe, c'est-à-dire de la mémoire qui, elle, n'est pas à l'intérieur de votre processeur, à l'intérieur du silicium de votre processeur, et qui, elle, va avoir une capacité de stockage de quelques gigaoctets. On aurait pu descendre encore dans la hiérarchie, et pour un ordinateur de bureau, typiquement, ou afficher un disque dur, ou pour un téléphone, afficher une carte mémoire. Et donc, on a ici dans cette pyramide, lorsque l'on descend, des capacités de stockage de plus en plus importantes, mais la contrepartie, c'est que plus on descend dans cette hiérarchie mémoire, plus en réalité on s'éloigne du processeur, les registres sont dans le processeur, les mémoires L1 physiquement vont être placées très très proches du processeur avec des moyens de communication avec le processeur qui sont assez rapides, et donc plus on s'éloigne, eh bien plus on va s'éloigner du processeur et plus il va être lent de communiquer des données et d'aller lire ou écrire dans les mémoires. Donc, on a un compromis, un trade-off en anglais, entre la capacité de stockage de chaque élément de mémorisation et la rapidité à laquelle on va pouvoir y accéder. Et donc, le nerf de la guerre lorsqu'on programme un système embarqué et que l'on a une application pour laquelle on veut avoir les meilleures performances possibles, eh bien, c'est de se débrouiller pour que les données soient toujours, lorsque l'on en a besoin, stockées dans la mémoire la plus proche possible du processeur qui doit les utiliser. Alors, les mémoires, on va voir qu'il y a différents types de mémoire dans les MPSOC. Le premier type de mémoire, ce sont les mémoires privées. Alors, des mémoires privées, eh bien tout simplement c'est ce qu'on va appeler un banc mémoire, donc c'est-à-dire un morceau de silicium dédié à stocker des données, qui va être associé à un unique processing element. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un seul processing element qui va pouvoir accéder aux données qui sont contenues dans ce banc mémoire en lecture et en écriture. Alors, les avantages d'avoir comme ça un banc mémoire privé, eh bien c'est que c'est en général assez rapide, c'est-à-dire que en général ce sont des mémoires qui sont plutôt proches du processeur, et donc le processeur va pouvoir assez rapidement accéder à ces mémoires-là. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de contention. Alors la contention, j'expliquerai sur la slide suivante de quoi il s'agit. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de mémoire et de données partagées. Par définition, la mémoire n'appartient qu'à un seul processeur, et donc si un autre processeur veut accéder à des données qui se trouvent dans cette mémoire-là, eh bien, il n'en aura pas la possibilité directement. Il faudra qu'il trouve un moyen de transférer ces données vers une mémoire à laquelle il a accès. Et ça, c'est assez mauvais pour la migration. Alors la migration, c'est quoi? Eh bien, c'est typiquement quand vous avez un thread qui s'exécute sur un cœur 1, ce thread, il est préempté, c'est-à-dire qu'il est mis en pause pour être rechargé sur un cœur 2, et bien là, vous avez effectué une migration du thread de ce cœur 1 vers ce cœur 2. Si ce thread travaillait sur des données, eh bien, naturellement, il faut qu'il retrouve ces données après la migration.
Eh bien, si ces données étaient stockées dans une mémoire privée, il aura beaucoup de difficultés à les retrouver sur l'autre cœur. Et donc, c'est pour ça que les mémoires privées sont globalement mauvaises pour la migration des calculs. Ce sont des mémoires privées, ce sont des mémoires qui sont généralement assez proches des processing elements, donc ce sont des mémoires qui sont principalement utilisées pour les niveaux de cache 1 et 2. Alors, deuxième type de mémoire, eh bien, par opposition au private memory, eh bien, ça va être les shared memory, les mémoires partagées. Donc là, on a un élément de mémorisation, un banc mémoire, qui est cette fois-ci accessible par un ensemble de processing elements. Et n'importe lequel de ces processing elements va avoir la possibilité d'écrire et de lire à n'importe quel endroit de ce processing element. Alors le gros avantage, c'est qu'on a des données partagées entre les différents processeurs, et donc par une simple opération de lecture ou d'écriture en mémoire, un load et un store, en un terme assembleur, on va avoir la possibilité d'échanger des données avec d'autres processeurs. Ce qui va être très pratique lorsqu'on va vouloir migrer des applications. Typiquement, quand vous utilisez OpenMP, il y a une supposition que l'architecture utilisée est basée sur une mémoire partagée accessible à tous les cœurs. Et OpenMP utilise cette supposition pour échanger très facilement les données entre les cœurs. Et donc migrer des calculs aussi si nécessaire. Les inconvénients, eh bien le premier c'est que ça va être plus lent. Alors pourquoi ça va être plus lent? Eh bien tout simplement, quand vous avez une mémoire qui doit être capable de répondre aux requêtes en lecture et en écriture de plusieurs processing elements, eh bien ça va lui demander de mettre en place des mécanismes pour recevoir déjà ces demandes de lecture et d'écriture de la part de plusieurs processing elements. Donc là, ça va vous coûter du silicium, ça va vous coûter des transistors, de mettre en place les mécanismes qui permettent comme ça de recevoir les différentes demandes. Et puisque vous avez des mécanismes comme cela qui vont être chargés de recevoir et traiter les demandes, eh bien mécaniquement, ça va être plus lent de traiter les demandes de lecture et d'écriture. La deuxième problématique, c'est la contention. Alors, la contention, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le problème que vous allez avoir lorsque plusieurs processing elements vont chercher en même temps à communiquer, à lire ou à écrire dans une seule mémoire donnée. Dans ces cas-là, la mémoire, elle va recevoir toutes les demandes de lecture et d'écriture en même temps, et elle n'aura pas la possibilité de les traiter immédiatement, tout en même temps. Et donc, elle va devoir les traiter les unes après les autres. Ça, forcément, ça va avoir tendance à ralentir les accès en mémoire, puisque peut-être que le processeur 1 va avoir sa demande de lecture traitée en premier, mais le processeur 2 et le processeur 3 qui ont fait une demande d'écriture en même temps, eh bien, vont être mis en attente le temps que la demande du processeur 1 ait été traitée, puis on va traiter celle du processeur 2, puis 3, etc., etc. Et donc là, on a ce qu'on appelle une contention. Lors d'accès simultané à une mémoire partagée, eh bien, les processeurs se sont gênés, leurs demandes finalement se sont gênées les unes les autres, et il a fallu les traiter séquentiellement les unes après les autres, et donc on a ce qu'on appelle une contention, les processeurs se gênent et se ralentissent mutuellement lorsqu'ils cherchent à accéder à la mémoire. Enfin, on a des problèmes de cohérence, notamment des problèmes de race condition. Les race conditions, on en avait déjà brièvement parlé dans le précédent cours. Je vous invite à chercher de ce dont il s'agit sur le net. Les mémoires partagées sont généralement des mémoires que l'on va trouver un peu plus loin du processeur, un peu plus loin des processing elements, donc typiquement en L3 ou en mémoire externe. Alors bien évidemment, là quand je dis typiquement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on observe régulièrement dans des architectures, mais il est tout à fait possible dans certains processeurs de trouver des mémoires partagées dès le premier niveau de cache. Voire même dans certaines architectures un peu exotiques, il peut être tout à fait possible de trouver des registres qui soient partagés entre plusieurs processeurs. Alors, on va arriver à un gros morceau sur les éléments de mémoire, que sont les mémoires cache, on va y passer quelques temps, et les scratchpads. Alors les mémoires cache, normalement vous avez déjà dû voir ça dans des cours d'architecture. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de bancs mémoire, qui sont donc, on l'a vu dans les slides précédentes, en général assez proches du processeur, donc L1 ou L2, c'est-à-dire très proche du processeur, souvent privés pour la L1 et shared pour la L2. Et ce sont des mémoires qui ont une particularité qui est que le contenu de ces mémoires-là n'est pas géré par le programme. C'est-à-dire que
le programme à aucun moment ne va dire explicitement ce qu'il souhaite charger dans ces mémoires-là. Tout le contenu de ces mémoires-là est fetché, c'est-à-dire il est récupéré automatiquement en fonction des adresses mémoire auxquelles le programme accède. Alors, vous avez déjà vu voir ça dans des cours précédents. Très brièvement, comment ça fonctionne? Eh bien, à chaque fois qu'un programme accède à une adresse donnée, par exemple à l'adresse 10, eh bien, automatiquement, l'ensemble des adresses voisines à cette adresse, donc par exemple de l'adresse 8 à l'adresse 16, eh bien, l'ensemble des données qui se trouvent à ces adresses vont être automatiquement chargées dans la mémoire cache. Par la suite, lorsque le programme va continuer à s'exécuter, s'il accède à une de ces adresses-là, par exemple, il va ensuite accéder à l'adresse 11, eh bien, au lieu d'aller chercher cette adresse, cette donnée-là dans la mémoire principale de votre architecture, eh bien, puisque lors de l'accès précédent à la mémoire 10, l'ensemble des données compris entre l'adresse 8 et l'adresse 10 et l'adresse 16 ont déjà été chargées dans la cache, eh bien, au lieu d'aller les chercher en mémoire principale, le processeur va pouvoir directement aller piocher la donnée dans la mémoire cache. Et donc, voilà, ce système automatique qui est complètement transparent pour le programme a pour vocation eh bien, d'essayer de mettre proche des processeurs les données qui se trouvent aux adresses voisines des données auxquelles le programme a déjà accédé. L'intuition derrière ce mécanisme, c'est que la plupart du temps, les programmes ils vont travailler sur des tableaux, et la plupart du temps, les programmes eh bien, ils vont parcourir des tableaux. Et donc, quand un programme accède à une case du tableau, il y a de grandes chances que dans les instructions qui vont suivre, il accède aux cases voisines. Et donc, prendre la peine, lors d'un accès mémoire, de rapatrier dans une mémoire proche du processeur les données voisines de celle à laquelle on a accédé va permettre d'accélérer fortement l'exécution du programme. Donc ça, ce sont les mémoires caches. Et c'est totalement transparent du point de vue de l'application, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est géré intégralement en hardware, matériellement, par le processeur. Le programmeur et le programme n'a pas connaissance de ce qui se trouve dans les mémoires caches. Ensuite, vous avez les mémoires Scratchpad. Alors les mémoires Scratchpad, en fait, c'est quelque chose qui est très similaire aux mémoires caches, c'est-à-dire ce sont des mémoires qui sont souvent proches des processeurs, en L1 et en L2. Mais la différence, c'est que ces mémoires-là, eh bien, leur contenu est explicitement géré par le programme. C'est-à-dire que lorsque le programme souhaite charger des données dans ces mémoires-là, eh bien, il va utiliser une instruction spécifique qui va lui permettre de charger une plage d'adresse de la mémoire principale de votre processeur dans tel Scratchpad. Et donc, on va avoir la possibilité de contrôler ce qui se trouve dans les mémoires caches. Alors, l'avantage, eh bien, c'est que les scratchpads vont être beaucoup plus prédictibles, puisque vous savez ce qui se trouve dans ces scratchpads à un moment donné, puisque c'est le programme qui le contrôle. L'inconvénient, c'est que ça va, pour être utilisé, nécessiter de programmer à un niveau d'abstraction beaucoup plus bas, c'est-à-dire que pour utiliser des scratchpads, typiquement, il va falloir que vous utilisiez une API spécifique de votre processeur pour dire explicitement dans votre programme les données que vous souhaitez charger dans la Scratchpad de votre cœur. Donc vous allez avoir un code qui est plus bas niveau et qui est la plupart du temps peu portable, c'est-à-dire encore une fois, si vous passez d'une architecture à une autre, il y a de grandes chances que votre code ne fonctionne pas, même si les deux architectures possèdent une Scratchpad. Alors, sur la thématique des caches, quand on s'intéresse aux caches et aux architectures multicœurs, on a une problématique très importante qui s'appelle la cohérence des caches. La cohérence des caches, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous regardez la figure qui est affichée à l'écran actuellement, vous avez chaque cœur qui possède sa propre cache privée, sa propre mémoire cache privée. La cohérence des caches, eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement, imaginez que le cœur 0 a chargé des données dans sa cache. C'est-à-dire, il a chargé les données qui se trouvent dans la shared memory entre l'adresse 8 et 15, eh bien, il les a chargées dans sa mémoire cache et il travaille dessus en lecture, puis en écriture. Maintenant, imaginez que dans la suite du programme, en parallèle, le cœur 2 veuille accéder à ces données-là. Eh bien, s'il souhaite accéder à ces données-là, le problème, c'est que les données les plus à jour ne se trouvent pas dans la shared memory, elles se trouvent dans la cache du cœur 0, puisque le cœur 0, il a
lu, mais il a écrit également ces données. Et donc, quand le cœur 2 va vouloir y accéder, s'il va charger directement les données qui se trouvent entre l'adresse 8 et 15 dans la shared memory, il va récupérer des données qui sont outdated, des données qui sont vieilles, qui n'ont pas été mises à jour avec les dernières modifications effectuées par le cœur 0. Et donc on a un problème de cohérence, puisque le cœur 2, s'il accédait bêtement aux données stockées dans la shared memory L2, pour les charger dans sa cache pour les utiliser, eh bien, il ne récupérerait pas les dernières données disponibles, mises à jour par le cœur 0. Et donc, la cohérence des caches, eh bien, c'est tout le mécanisme qui va permettre de s'assurer que n'importe quel cœur, lorsqu'il accédera à une donnée, accédera toujours à la dernière version, c'est-à-dire à la version la plus à jour de ces données. Pour faire cela, on va utiliser un mécanisme qui s'appelle un contrôleur de cache. Le contrôleur de cache, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'algorithme qui est en réalité un algorithme qui est réalisé matériellement, juste à côté de la mémoire cache. Le contrôleur de cache, c'est lui qui va contrôler quelles sont les données qui sont dans la mémoire cache à un moment donné. C'est-à-dire quelles sont les plages d'adresse de la mémoire principale qui, à un moment donné, sont rapatriées dans la cache. Eh bien, dans une architecture parallèle, multicœur, le contrôleur de cache a un deuxième rôle, en plus de contrôler les données qui se trouvent dans la cache du cœur auquel il est associé. Ce deuxième rôle, eh bien, c'est de s'assurer que ces données sont toujours à jour. Et pour faire ça, le contrôleur de cache va avoir la possibilité d'observer toutes les opérations de lecture et d'écriture qui sont effectuées par les autres cœurs dans la mémoire partagée. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, par exemple, le cœur 2 va accéder à la mémoire partagée en L2, via une opération de lecture par exemple. Eh bien, les contrôleurs du cache du cœur 0 et du cœur 1 vont recevoir cet accès, et ils vont avoir la capacité de réagir. Et donc, par exemple, si le cœur 0 possède une donnée qui est plus à jour, dans la cache du cœur 0, eh bien le contrôleur de cache du cœur 0 va avoir la possibilité de réécrire les données de sa mémoire cache vers la mémoire partagée pour que l'opération de lecture du cœur 2 aille travailler sur les données, les nouvelles données, et non pas sur des données qui sont périmées. Alors, les réactions possibles, eh bien, en réalité, il y en a deux. Le contrôleur de cache, quand il reçoit une demande d'accès mémoire d'un autre cœur à une plage d'adresse qu'il possède lui-même, il va avoir plusieurs possibilités. La première, c'est d'invalider. Invalider, ça veut dire, eh bien, par exemple, je suis le contrôleur du cache du cœur 0, je possède des données correspondant aux données qui vont être accédées par un autre cœur, ou écrites par un autre cœur. Donc je sais que mes données dans ma cache ne sont plus à jour, donc je vais tout simplement les rayer, les supprimer de ma cache, puisque je sais qu'elles ne sont plus à jour. Ça, c'est l'invalidation. La deuxième réaction possible, c'est le write back. Le write back, donc l'écriture, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, je suis le contrôleur de cache du cœur 0, je possède des données dans ma cache qui ont été modifiées par mon cœur, et je vois qu'un autre cœur cherche à y accéder. Eh bien, ma réaction, ça va être d'avoir la possibilité d'aller prendre les données qui sont dans ma cache, qui sont les données les plus à jour, et d'aller les réécrire dans la mémoire partagée, pour que l'autre cœur puisse y accéder. Alors, on va voir dans les slides qui suivent quelques protocoles, c'est-à-dire quelques algorithmes qui peuvent être implémentés par les contrôleurs de cache pour eh bien, s'assurer que le cœur auquel ils sont associés possède toujours les données les plus à jour dans leur mémoire cache. Donc là, on a un petit exemple au tableau. Alors, comment comprendre la slide? Vous avez en fait deux cœurs représentés sur cette slide. À gauche, le cœur 0 et le code qu'il va exécuter. À droite, le cœur 1 et le code qu'il va exécuter. En dessous de chaque cœur, vous avez eh bien, de représenter schématiquement le contenu de leur cache respective. Et tout en bas de la slide, au milieu, vous avez le contenu de la mémoire partagée. Dans cette première slide, on va voir un premier algorithme de gestion de cohérence de cache. Cet algorithme, c'est un algorithme qui s'appelle le Valid-Invalid Cache Coherence Protocol. Et son principe est très très simple. Dès qu'un contrôleur de cache perçoit un accès d'un autre cœur à une donnée qu'il possède dans sa cache, eh bien immédiatement, il va réagir en faisant un write back invalidate. Donc, on va regarder ce qui se passe dans les détails. On exécute pas à pas notre code,
cœur 0 commence à exécuter sa première instruction, il s'agit d'une mise à jour de la valeur d'une variable. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la mémoire du cœur? Eh bien on voit apparaître la variable var avec la nouvelle valeur 0. Cette valeur n'existait pas dans la mémoire partagée. Ensuite, je synchronise les cœurs. Là, c'est uniquement une barrière d'exécution pour m'assurer de l'ordre d'exécution des instructions sur les deux cœurs. Donc c'est en fait uniquement pour m'assurer que le printf du cœur 1 soit bien effectué après l'initialisation de la variable par le cœur 0. Lorsque le printf est exécuté sur le cœur 1, eh bien en réalité, si on traduisait ça en assembleur, on aurait une instruction de load qui serait effectuée. On va loader dans un registre du cœur, on va la mémoire correspondant à la variable var. Et donc, puisqu'on accède à une adresse mémoire de la mémoire partagée, eh bien automatiquement la cache va réagir en essayant de charger les adresses voisines à cette variable. Lorsque cette opération de lecture est effectuée, le load, eh bien le contrôleur de cache du cœur 0 va percevoir cette demande de lecture, et puisqu'il possède actuellement dans sa cache la variable correspondante, eh bien il va réagir en effectuant ce que j'ai dit tout en haut de la slide comme étant le protocole de cohérence de cache, c'est-à-dire qu'il va réagir immédiatement en faisant un write back, puis un invalidate. Donc le write back, je viens de l'effectuer, va permettre d'écrire la valeur 0 dans la shared memory, elle ne l'était pas avant, et le invalidate va tout simplement supprimer cette donnée de la cache du cœur 0. Une fois que c'est fait, le cœur 1 peut effectuer son opération de lecture et récupérer la valeur la plus à jour de la variable var. Je synchronise mes deux cœurs. Le cœur 0 va maintenant effectuer une incrémentation. Une incrémentation en assembleur, ça va être un load de la variable, puis une incrémentation, puis un store. Et bien de la même manière, dès qu'il va faire le load, le cœur 1, le contrôleur de cache du cœur 1 va observer qu'on tente d'accéder à une donnée qui est possédée dans sa cache, et donc il va réagir en faisant un write back qui est inutile puisque la valeur n'a pas été modifiée par le cœur 1, puis un invalidate, c'est-à-dire qu'il va supprimer la valeur de sa cache, et le cœur 0 va pouvoir accéder à cette valeur-là, puis la mettre à jour en l'incrémentant. Et donc là, on a un protocole de cohérence de cache qui fonctionne, puisque eh bien, les valeurs de la variable ont été accédées correctement par les différents cœurs. Alors, ce protocole est très simpliste, c'est un des premiers qui a été proposé dans les architectures. Il est très simpliste et on voit assez rapidement qu'il est assez inefficace. Pourquoi assez inefficace? Eh bien, tout simplement parce que si vous regardez ce qui s'est passé sur le cœur 0, on a supprimé une donnée de la cache du cœur 0, lorsque le cœur 1 a tenté d'y accéder, et plus tard, quand on a rechargé cette donnée-là, eh bien, en réalité, elle n'avait pas changé de valeur. Donc, on aurait pu s'abstenir de l'invalider dans la cache du cœur 0, on aurait gagné du temps sur l'opération d'écriture suivante, puisqu'on aurait pu directement travailler dans sa cache au lieu de retourner charger en shared memory. Encore une fois, pourquoi c'est important de travailler en cache plutôt qu'en shared memory? Eh bien, tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide. Lorsque vous allez charger une donnée en cache, ça va peut-être vous prendre 10 cycles, là où 10 coups d'horloge. Là où un accès en registre va vous prendre un coup d'horloge, enfin même 0, puisque par définition c'est déjà dans le processeur, et là où un accès en shared memory va vous prendre une centaine de coups d'horloge. D'accord? On a un rapport 10 environ entre les accès en registre et en cache, et entre les accès cache et L2 shared memory. Donc, typiquement, si on avait pu garder les données dans la cache du cœur 0 plus longtemps, on aurait gagné du temps. Et c'est l'objectif, donc c'est ce qui vient de s'afficher sur la slide. Et c'est l'objectif d'un deuxième protocole de cohérence de cache, qui est le protocole Modified Valid Invalid. Alors ce protocole, comment il fonctionne? Eh bien, très simplement, à chaque fois qu'un autre cœur, donc encore une fois, je me place du point de vue d'un contrôleur de cache, à chaque fois qu'un autre cœur tente d'écrire une donnée que je possède dans ma propre cache, eh bien je vais invalider cette donnée. À chaque fois que le cœur auquel je suis attaché écrit dans ma cache, eh bien immédiatement je vais envoyer l'ordre d'écriture dans la shared memory. Exemple de fonctionnement. Le cœur 0, avec le même code. Le cœur 0 effectue son chargement de la variable 0 et son initialisation à la valeur 0. Synchronisation
entre les deux. Et immédiatement, la shared memory est mise à jour avec la valeur, puisqu'on a le write through. Donc immédiatement, lorsque le cœur 0 a mis la valeur de la variable à 0, l'ordre de changement de la valeur de cette variable a été envoyé à la shared memory. Il sera traité plus lentement, mais il sera traité plus tard. Je synchronise les deux cœurs, et je fais le printf. Le printf va faire un accès en lecture uniquement à la variable var. Et donc, il va récupérer cette valeur-là dans sa cache, sans que le cœur 0 n'ait besoin de la supprimer. Je synchronise mes deux cœurs. Le cœur 1 va cette fois-ci incrémenter la valeur de la variable. Quand le contrôleur de cache du cœur 1 perçoit la demande d'écriture de la variable de la part du cœur 0, eh bien le cœur 1 va avoir la possibilité de réagir en invalidant les données qui se trouvent dans sa cache, c'est-à-dire en les supprimant. D'accord? De cette manière-là, encore une fois, on s'assure que à n'importe quel moment, chaque cœur travaillera toujours sur les données les plus à jour, et on a évité certains mouvements de données entre les caches et la shared memory, et donc on gagne du temps avec ce protocole pour exécuter le programme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'on n'avait pas de protocole de cohérence de cache? Ça existe. Par exemple, les architectures C6X que l'on utilise dans les TP de PPEM lorsqu'on a la possibilité de les faire à l'INSA. Eh bien, dans cette architecture, vous avez 8 cœurs, et chaque cœur a une cache, mais il n'y a absolument pas de protocole de cohérence de cache. C'est-à-dire que chaque cache travaille comme si son cœur était le seul et unique cœur de l'architecture, et elle travaille dans la mémoire qui va être partagée entre les cœurs, comme si elle était la seule à y accéder. Et donc là, ça va poser des problèmes, puisque typiquement dans le code que je vous ai présenté, eh bien vous pouvez avoir un comportement non déterministe, c'est-à-dire qu'en fonction de la vitesse d'exécution des différents cœurs, en fonction des décisions du contrôleur de chaque cache, qui je vous le rappelle, peut, pour d'autres raisons que des raisons de cohérence, décider d'invalider ou de faire des write-back des données durant l'exécution du programme, eh bien, le programme va pouvoir donner des résultats différents d'une exécution à l'autre. Par exemple, j'exécute mon code, le corps 0 met à jour la valeur de la variable 0, la valeur va être stockée, là, dans mon exemple, dans la cache, et là, pour l'instant, il n'y a pas eu de write-through. Il n'y a pas eu de write-through ni de write-back, donc la shared memory n'est pas mise à jour. Je fais l'exécution du cœur 1, puisque la shared memory n'a pas été mise à jour, le cœur 1 va récupérer une valeur de variable qui est inconnue, qui en tout cas n'est pas la valeur mise à jour par le cœur 0. Et quand je vais synchroniser mes deux cœurs, eh bien le cœur 0 va continuer à travailler sur ce qui se trouve dans sa cache dans mon exemple. D'accord? Donc là, vous avez un exemple dans lequel chaque cœur travaille avec sa propre cache, en ignorant complètement les autres, et là vous voyez bien qu'il n'y a pas de partage des données, il n'y a pas de cohérence de cache, et donc mon programme ne fonctionne pas. Alors, quand j'ai ce genre d'architecture, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Eh bien, je vais devoir obligatoirement écrire explicitement les opérations qui vont me permettre d'avoir des caches cohérentes dans mon programme. Et donc, si vous regardez le code que je vous ai mis maintenant à l'écran, eh bien, vous allez voir apparaître des nouvelles instructions, des instructions WB pour write back et invalidate, enfin inf pour invalidate, qui explicitement dans le code de mon programme vont dire je veux faire un write back de la variable var à la ligne 1 du cœur 0, du programme du cœur 0, et je veux faire un invalidate de la variable var dans le cœur 1, juste avant d'y accéder, pour m'assurer que la dernière valeur soit récupérée dans la cache. Et donc c'est en faisant cela que je vais pouvoir manuellement faire les opérations de cohérence de cache, ce qui évidemment complique largement la programmation de l'architecture. Pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de Texas Instruments de ne pas avoir mis de protocole de cohérence de cache dans leur architecture? Eh bien tout simplement parce que le protocole de cohérence de cache, comme je vous l'ai dit au début, ça demande d'avoir un contrôleur de cache qui observe les opérations de lecture et d'écriture des autres processeurs et qui peut réagir. Et tout ça c'est fait matériellement, ça veut dire que ça va utiliser énormément de transistors, et donc ça va coûter du silicium, et donc ça va complexifier le cœur et le rendre plus cher et plus volumineux, et donc c'est pour ça que Texas Instruments a fait le choix de ne pas mettre de protocole de cohérence de cache, tout simplement parce que pour les domaines applicatifs qui les intéressent, ils estiment que les développeurs seront capables de se spécialiser dans la programmation de leur architecture et d'écrire manuellement les opérations de cache, write back et invalidate dans le code quand ils en auront besoin.
Pour terminer, sur les problèmes de cohérence de cache, voilà un dernier problème qui peut arriver lorsque l'on utilise des caches avec des architectures multicœurs. Ce problème, c'est ce qu'on appelle la false sharing issue. La false sharing issue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un problème qui peut arriver lorsque deux données, deux variables deux variables distinctes, appartiennent à la même ligne de cache. Alors, une ligne de cache, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la taille du voisinage de données qui va être chargée dans la cache à chaque fois qu'on accède à l'une de ces données. Typiquement, tout à l'heure, quand je vous ai dit que quand j'accédais à l'adresse 10, eh bien, en réalité, dans la cache, j'allais directement charger toutes les données comprises entre l'adresse 8 et l'adresse 15, eh bien, typiquement, là, la taille de ma ligne de cache, elle était de 8 éléments. D'accord? Le problème de false sharing issue, c'est un problème donc qui arrive lorsque deux variables différentes, A et B dans mon exemple, eh bien, appartiennent à la même ligne de cache. Typiquement, si j'ai une variable A qui appartient qui est dans la mémoire partagée à l'adresse 6 et une variable B qui est à l'adresse 7 et que mes lignes de cache contiennent deux éléments, eh bien automatiquement à chaque fois que je vais accéder à l'adresse 6 ou à l'adresse 7, eh bien ces deux données seront dans la même ligne de cache, donc elles seront chargées dans la cache, et donc ces deux variables seront chargées en même temps dans la cache de mon processeur. Pourquoi c'est problématique? Eh bien nous allons regarder un exemple. Tout d'abord, le cœur 0 effectue A égale 0. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va charger les données correspondantes depuis la shared memory vers la cache du processeur, et il va mettre à jour la valeur de la variable A. Donc là, quand vous regardez dans le tableau qui représente le contenu de la cache du cœur 0, vous pouvez voir dans la colonne de gauche l'adresse mémoire du début de la ligne, donc c'est 6, puis les données qui sont contenues dans la ligne, donc il y en a deux, celle de l'adresse 6 et celle de l'adresse 7, et je viens bien de mettre à jour la valeur de la variable contenue à l'adresse 6, donc par 0, 0. Dans la cache du cœur 0, j'ai toujours point d'interrogation pour les données contenues à l'adresse 7. Dans le même temps, le cœur 0 va, lui, donner une valeur à la variable b. Et donc il va faire la même opération, il va charger dans sa cache la ligne de cache qui contient l'adresse 7, et cette ligne de cache, c'est la ligne de cache qui commence à l'adresse 6. Et donc dans sa ligne de cache, on a deux éléments, et il va mettre à jour le deuxième élément de cette ligne de cache en lui mettant la valeur ff. Le cœur 0 va ensuite réaliser un write back et un invalidate, ce qui veut dire qu'il va mettre à jour la shared memory avec la valeur de sa variable. Je synchronise mes deux cœurs, puis le cœur 1 va faire une opération de write back. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, le cœur 1 va tout simplement prendre les données qui se trouvent dans sa cache et eh bien, il va aller réécrire la valeur de la ligne dans la mémoire partagée. Et donc, il va écraser ce qui avait été écrit par le cœur 1, parce qu'il possédait dans sa propre cache. Je resynchronise les cœurs, et si le cœur 0 essaye à nouveau d'accéder à la variable A, qu'il est le seul à avoir manipulé pour l'instant, il va la recharger depuis la mémoire partagée, et il ne retrouvera pas la valeur qu'il avait donnée à cette variable-là. Donc là, on a ce qu'on appelle la false sharing issue, c'est-à-dire qu'on a deux variables distinctes, accédées par deux cœurs différents, mais du fait de l'allocation de ces deux variables dans une même ligne de cache, eh bien, on a un problème, puisque, lors de son write back, le cœur 1 a écrasé les données qui avaient été écrites par le cœur 0. Ce problème-là peut arriver même quand vous avez des protocoles simples de cohérence de cache. C'est-à-dire que les protocoles de cohérence de cache, les plus simples, qu'on a vu donc dans les slides précédentes, ne gèrent pas forcément cette problématique-là. Et donc la seule façon de vous prémunir contre ce genre de problème de manière absolument certaine, eh bien, c'est de vous débrouiller pour que toujours deux variables qui risquent à un moment dans votre programme d'être accédées par deux cœurs différents en parallèle, comme c'est le cas ici avec les variables A et variable B, eh bien ces deux variables-là ne doivent jamais être allouées dans la même ligne de cache. Et donc là, typiquement, ce qu'il aurait fallu faire, eh bien il aurait fallu écrire des choses dans le code pour faire en sorte que la variable A soit allouée à l'adresse mémoire 6, ça c'est pas problématique, mais que la variable B ne puisse pas être allouée à la mémoire 7, mais qu'elle soit allouée plutôt à l'adresse mémoire 8 qui est dans une autre ligne de cache. Et de cette manière-là, on n'aurait pas eu le problème.
Ceci conclut la partie sur les mémoires. Comme je vous l'avais dit, c'est une partie assez volumineuse. Et donc, dans la prochaine partie, eh bien, nous allons nous intéresser à tous les systèmes de communication que l'on peut trouver pour communiquer des données entre les différents éléments d'un processeur MPSoC.